Alors bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Donc je vais faire un topo sur l'hémorragie digestive. Alors l'année dernière, j'avais 20 minutes pour faire. Alors, bon. Donc j'avais 20 minutes pour faire hypertension portale et là maintenant j'ai 20 minutes pour tout faire. Donc autant vous dire que ça ne va pas du tout être exhaustif. Donc j'ai décidé de revoir le traitement général de l'hémorragie digestive sur ulcère et sur cirrhose, ce que vous devez savoir et ce que vous instituez comme traitement en tant que réanimateur, et ensuite de me focaliser sur les deux nouveautés qu'il y a, une dans le traitement de l'ulcère, une dans le traitement d'hypertension portale, et vous verrez que ce sont des nouveautés qui concernent la radiologie interventionnelle. Donc les hémorragies digestives hautes en France, l'incidence est importante, c'est 1 pour 1000 habitants, ça représente 80% des hémorragies digestives. Et les étiologies, on peut dire que 40-45% sont liées aux ulcères gastro-duodénaux et 30% à l'hypertension portale. Et puis après, on a d'autres causes. Et la mortalité est de 10%, mais finalement, elle dépend beaucoup de la cause de l'hémorragie et surtout du terrain du malade. C'est vrai que les hémorragies sur hypertension portale ont un pronostic qui est un petit peu moins bon que les autres, même s'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits ces 10 dernières années. Alors le traitement, il est très bien codifié, avec des mesures non spécifiques, un traitement médicamenteux spécifique, donc on va voir qu'il est différent si les malades ont une cirrhose ou pas, et un traitement endoscopique, il a fait l'objet de multiples recommandations. Et je voulais vous signaler ce papier-là, puisque la SRLF a fait un groupe l'année dernière où on a refait toutes les recommandations sur l'hémorragie digestive chez l'adulte et chez l'enfant. Donc il est accessible online, il est free online, et là-dedans vous retrouverez la réponse à toutes les questions et à tout ce dont j'aurais pas pu parler aujourd'hui, notamment sur des choses qui concernent vraiment les réanimateurs. Donc je pense que vous aurez la réponse à vos questions là. Donc on va suivre le plan suivant. D'abord on va voir comment on prend en charge l'hémorragie en première intention, puis les nouveautés dans l'ulcère et dans les hémorragies sur hypertension portale. Alors, d'abord, il y a des mesures non spécifiques. Vous êtes réanimateur, vous savez très bien qu'on remplit le malade et qu'on le transfuse, et puis qu'on prépare l'estomac pour l'endoscopie, puisque c'est finalement l'endoscopie et le traitement endoscopique qui vont généralement arrêter le saignement avec le traitement médicamenteux. Alors, on va parler de deux choses là. On va parler de la politique transfusionnelle, parce qu'il y a des nouvelles données, et on va parler de comment on prépare l'estomac. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment on fait un remplissage. D'abord, vous savez ça très très bien et beaucoup mieux généralement que les gastro-entérologues. Et ensuite, il n'y a pas beaucoup d'études randomisées sur le sujet. Donc par contre, il y a cette étude du New England qui a été publiée l'année dernière. Alors c'est une étude qui a été publiée par Candide Villanueva, qui était pathologue, mais qui concerne toutes les causes d'hémorragie digestive et pas seulement les hémorragies digestives sur cirrhose. C'est un très beau travail. Il y a 921 patients. Et donc l'objectif était de regarder les effets d'une stratégie restrictive, c'est-à-dire où on essaye de mettre les malades à 7 grammes par décilitre d'hémoglobine versus une stratégie plus libérale où on les met plutôt à 9 grammes, qui était une stratégie plutôt plus ancienne. Il y a des datas dans le polytraumatisé, etc., pour montrer que peut-être que la stratégie libérale, c'est un petit peu moins bien que la stratégie restrictive. Donc vous avez le critère de jugement principal et la courbe de survie ici. Ce sont les deux mêmes courbes, en fait, mais celle d'en dessous est juste un petit peu grossie par rapport à celle du dessus. C'est l'échelle qui n'est pas la même. Et donc vous voyez très nettement qu'il y a un gain de survie chez les malades à 45 jours qui ont eu une stratégie restrictive contre les malades qui ont une stratégie libérale. Donc on savait un petit peu ça, mais ce n'était pas vraiment rentré dans les mœurs chez tout le monde, et c'est vraiment une donnée qui est importante. Quand on regarde les analyses de sous-groupes, on s'aperçoit que finalement, ça marche à peu près chez tous les types de malades. Les malades qui ont une cirrhose, les malades qui n'ont pas de cirrhose. Il y a juste un petit bémol chez les malades Child-Pugh-C, donc les malades qui ont une cirrhose la plus sévère, mais il y a très peu de patients. Et donc moi, mon avis des pathologues qui fait de l'hypertension portale, c'est que sur ce sous-groupe de patients, on ne peut pas conclure, mais que sur les autres, globalement, il faut plutôt avoir un objectif transfusionnel de 7 grammes par décilitre. Alors après, il ne faut pas être Stakhanovich. Si le malade saigne vraiment beaucoup et qu'il arrive à 7,5 grammes, évidemment qu'on va le transfuser, mais ça, vous êtes réanimateur et vous savez ça très très bien. Cela dit, il faut essayer de ne pas les mettre à 10 grammes et pas les mettre à 9 de pression artérielle moyenne. Deuxième chose, comment on prépare l'estomac? Alors là, ça a fait l'objet de multiples débats depuis 10 ans, et puis là, je pense que c'est à peu près conclu. Il y a 5-6 études qui comparent la sonde nasogastrique, qui est mauvaise presse parce qu'elle est dite invasive. Alors heureusement, chez les réanimateurs, la sonde nasogastrique, c'est pas très invasif, versus l'érythromycine, une perfusion de 250 mg en 30 minutes, qui préparerait aussi bien l'estomac. Donc il y a de multiples études. La meilleure étude, à mon avis, est l'étude de Dominique Patron, qui a été faite en France, donc, et qui testait 3 groupes, érythro versus lavage gastrique versus érythro plus lavage gastrique. Et donc les résultats sur 270 patients sont que pour les 3 groupes, c'est exactement pareil.
Toujours la même chose, chez les malades les plus sévères qui saignent d'hypertension portale, il y aurait peut-être un bénéfice à faire les deux. Après, c'est des histoires de spécialistes. Mais globalement, vous, réanimateurs, je pense que c'est moins un sujet chez vous que chez les urgentistes parce que vous n'êtes pas réticents à mettre une sonde nasogastrique. Enfin, sachez qu'on peut l'éviter. Alors maintenant, on va regarder le traitement spécifique. Alors chez le malade non cirrhotique, alors vous allez me dire, oui, mais moi, le malade, il arrive en réanimation, moi, je ne sais pas s'il saigne d'hypertension portale ou pas, tant qu'il n'a pas eu l'endoscopie. Alors c'est vrai. Cela dit, ce qu'on va dire, c'est que s'il n'a pas de signe évident d'hypertension portale et qu'on ne sait pas qu'il a une cirrhose, on va considérer de prime abord qu'il n'est pas cirrhotique jusqu'à l'endoscopie. Et donc, vous allez faire ce traitement-là. Et puis, si vous savez qu'il a une cirrhose, eh bien, en plus, vous rajouterez le traitement spécifique aux malades cirrhotiques. Donc, les inhibiteurs de la pompe à protons à la seringue électrique, ça fait partie du traitement. C'est un des 4 items du traitement. Alors, pour 2 raisons. D'abord, parce que finalement, ça aide à préparer l'endoscopie, et donc ça doit être donné le plus tôt possible et avant l'endoscopie, donc avant de savoir si c'est un ulcère qui saigne ou pas. Et puis ensuite, pour le traitement des ulcères après l'endoscopie, et donc le schéma, c'est 80 mg flash, puis 8 mg/h. Deuxièmement, le traitement endoscopique. Donc le timing de l'endoscopie, ça doit être dans les 24 heures ou le plus tôt possible. Donc ne vous laissez pas faire par des gastro-entérologues qui vous diront le vendredi soir, attends, ton malade vient d'arriver, je passerai lundi matin. Ça, c'est pas bien. Et ça fait perdre des chances aux malades. Donc il faut essayer d'avoir une endoscopie relativement rapidement, quitte à transférer le malade. En France, on a un accès à l'endoscopie qui est assez rapide comparé à d'autres pays, enfin en Europe en général. Troisième chose, l'éradication d'Helicobacter pylori. Alors ça, vous en parlez souvent, donc je vais vous dire ce que j'en pense. C'est souvent une question que vous me posez, mais finalement, ça n'a pas d'intérêt de le faire en urgence, on va le voir. Donc je pense qu'il ne faut pas trop que vous vous inquiétiez pour ça. On le fait, ça apporte un bénéfice si les malades sont HP+, mais on a le temps de rechercher, on va voir ça après. Et c'est possible après la sortie de la réanimation. Et puis là, le dernier point, c'est de discuter de l'arrêt des médicaments gastrotoxiques. Donc maintenant, je vais vous parler juste du traitement endoscopique et de l'éradication d'Helicobacter pylori. Donc vous avez un ulcère qui saigne en jet à gauche. On dit que c'est un Forest 1A. Vous voyez probablement rien, mais il y a un jet de sang. Un B là avec un saignement en nappe. Et puis à droite, vous avez un Forest qu'on dit 2A. C'est une classification qu'on utilise, c'est-à-dire avec un vaisseau visible, vous voyez ici. Et autour, vous avez l'ulcère. Et puis en dessous, vous avez un traitement par clip. On privilégie le double traitement endoscopique, à savoir la sclérose adrénalinée et le clip. Pour vous, ça ne change rien du tout. L'endoscopiste vient avec son matériel. La seule chose, c'est qu'il faut effectivement qu'il ait un estomac préparé et qu'il faut qu'il ait du monde dans la salle pour l'aider un petit peu s'il est tout seul à faire les manipulations, mais c'est très simple. L'éradication de l'Helicobacter pylori, donc ça c'est la récidive hémorragique, c'est la seule étude qu'il y a sur le sujet. Chez des malades HP+, et HP-, et ben finalement ils récidivent pareil. Donc vous n'avez pas d'intérêt à l'éradiquer en urgence. Par contre, comment on fait le diagnostic d'HP? Soit on fait une sérologie, soit on fait des biopsies. Et il y a souvent eu dans le dogme, on ne fait pas de biopsie en période hémorragique. Alors ça, moi je ne suis pas sûre que c'est vrai. On a conclu à la conférence de consensus, enfin non, à notre groupe de travail, qu'on pouvait les faire en urgence si on voulait. Après, c'est vrai que parfois c'est pas très commode parce que ça saigne beaucoup. On a déjà du mal à arrêter le saignement, donc on préfère y retourner secondairement. Mais là encore, c'est pas un dogme. Et puis alors, la dernière chose, c'est que vous savez ou vous ne savez pas, et je ne suis pas sûre qu'il faut que vous le connaissiez par cœur, qu'il y a un nouveau schéma d'éradication d'Helicobacter au cas où vous vouliez le faire, et encore une fois, ce n'est pas une obligation, qui est un schéma séquentiel parce qu'il y avait des résistances en France particulièrement à la clarithromycine, donc avec des IPP pendant 10 jours, et puis une antibiothérapie séquentielle, amoxicilline d'abord, et clarithromethronidazole après. C'est pas la peine de regarder et de noter cette diapositive, vous trouvez ça online partout, et en plus, je ne pense pas que vous ayez à le savoir. Et puis, le grand retour du bismuth dans une seule gélule, triple, avec du bismuth, le métronidazole et la tétracycline, et là, on a 12 gélules par jour, pendant 10 jours, avec des IPP. Bref, c'est pas très réanimatoire tout ça, et généralement, vous préférez nous laisser faire ça après, et je vous comprends. Dernière question que vous posez souvent, et ça vous y êtes confronté, c'est l'ulcère et les antiagrégants. Et alors là, effectivement, on est souvent embêté parce qu'on a de plus en plus de malades sous double antiagrégation antiplaquettaire, voire sous anticoagulants en plus. Et il n'y a pas beaucoup d'études. Il y a une étude très bien faite qui a été publiée dans Anans il y a 3 ans, qui montrait chez des malades qui avaient besoin de l'aspirine que si on conservait l'aspirine comparé à si on ne la conservait pas, on avait moins d'accidents cardiovasculaires et une survie un petit peu meilleure. Et donc finalement, on a l'impression, nous, que garder une double anti-agrégation, c'est peut-être pas très bon, mais qu'on peut garder l'aspégique, et c'est ce qu'on fait généralement. C'est ce qu'on a dit dans les recommandations, avec un accord relativement faible, parce qu'effectivement, il n'y a pas vraiment de preuves dans la littérature. Par contre, si vous avez des malades sous aspirine plus clopidogrel, eh bien là, on a l'impression qu'il vaut mieux arrêter le clopidogrel. Encore une fois, c'est un accord faible, puisqu'il n'y a pas d'études randomisées. Chez le cirrhotique, le traitement spécifique, c'est les inhibiteurs de la pompe à protons au départ pour préparer l'endoscopie aussi,
Alors, c'est peut-être moins utile, mais il n'y a pas d'étude. L'étude concernait les cirrhotiques et les non-cirrhotiques, donc on le fait. Des drogues vasoactives, et là, ne me demandez pas de trancher entre la somatostatine, l'octréotide ou la terlipressine, puisqu'il n'y a pas d'étude qui tranche. Il y a un abstract coréen qui n'a pas encore été publié sur 1000 malades, qui était assez joli, qui montrait une équivalence entre les trois drogues. On attend la publication, et sinon, il y a des études, il y a une littérature relativement controversée, mais globalement, c'est un peu en fonction de la disponibilité dans votre hôpital. L'antibioprophylaxie, et là j'insiste, chez des réanimateurs, c'est important, ça augmente la survie. Alors je sais que vous êtes un petit peu réticents, moins maintenant qu'il y a 10 ans, et surtout chez les malades Child C en attente de transplantation. Ça diminue l'infection du liquide d'acide. Et le traitement endoscopique, qui cette fois est nécessaire dans les 12 heures, ou le plus tôt possible, et ça c'est une recommandation de la conférence de consensus de l'hypertension portale. Dans le traitement endoscopique, vous avez des varices de l'œsophage, vous avez un œsophage normal à gauche, et puis des varices de l'œsophage à droite, vous voyez ces gros cordons bleutés, et on fait des ligatures, c'est-à-dire qu'on met des élastiques en collerettant la varice sur toute sa longueur pendant une séance en urgence, et puis on refait des séances itératives jusqu'à ce que les varices aient diminué de volume et soient éradiquées. Ici, vous avez à gauche une varice cardio-tubérositaire, donc dans la grosse tubérosité, et puis une gastropathie d'hypertension portale. Les traitements endoscopiques sont un petit peu différents. Pour les varices cardio-tubérositaires, c'est un encollage qui est un petit peu compliqué. Donc généralement, c'est des centres experts qui aiment bien le faire. Deuxième partie, nouveauté dans la prise en charge des ulcères. Je vais vous parler d'une seule chose, qui est de l'embolisation en cas d'échec. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un premier traitement et qu'on a un échec? Alors, la première chose, c'est qu'on refait un traitement endoscopique, et ça, c'est important pour vous, et on l'a mis dans les recommandations, et c'est dans les recommandations internationales aussi. C'est-à-dire qu'on a un gain, on a moins de recours à la chirurgie si jamais on refait un traitement endoscopique, et puis généralement, on n'est plus la nuit, mais on est le jour, on a un opérateur expérimenté qui peut revenir, parfois on n'est plus à l'optique si on avait des obstiques la nuit, donc n'hésitez pas à redemander un traitement endoscopique, c'est dans les recommandations. Après, si ça ne marche pas, jusqu'à il y a 10 ans, on faisait d'emblée de la chirurgie, 6 à 7% des cas, qui permettaient le traitement de la maladie et une hémostase endoscopique, mais avec une morbimortalité importante, et c'était généralement une chirurgie un petit peu invasive, avec souvent des gastrectomies partielles. Et puis, il y a eu cet avènement de l'embolisation artérielle avec le développement des techniques de radiovasculaire, qui est une technique récemment utilisée. Alors, il n'y a pas d'essai randomisé contrôlé dans la littérature publiée. Il y a un essai à Hong Kong, mais ils ont beaucoup de mal à terminer les inclusions, donc on n'a pas encore les résultats. Il y a 13 travaux rétrospectifs sur 422 malades avec des pratiques hétérogènes. Mais globalement, ce qu'on peut en retirer, c'est qu'avec l'embolisation sélective, on arrive à arrêter le saignement. On a une récidive hémorragique qui est dans un quart des cas, mais seulement 18% des malades ont besoin d'être opérés derrière. Donc on a l'impression dans les séries rétrospectives que ça apporte quelque chose avec des effets indésirables qui sont relativement rares quand c'est bien fait. Alors, vous allez me dire, ça dépend un peu des pratiques de votre hôpital. Si vous avez un chirurgien qui est prêt à opérer les malades et que vous n'avez pas de radio interventionnelle, ma foi, vous avez probablement préféré la chirurgie plutôt que de transférer le malade à 50 km. Mais si vous avez de la radiologie interventionnelle, ça peut être intéressant chez les malades qui ne peuvent pas être opérés. Puis nous, on a étendu notre expérience à tous les patients. Donc voici notre expérience. Vous avez des malades, on a 128 patients, c'est Marika Rudler qui a rapporté ça l'année dernière, qui ont été admis en 3 ans chez nous pour un ulcère de Forest 1A à 2B, donc des malades qui saignaient activement ou avaient des signes de récidive hémorragique possible à l'endoscopie. Ils ont eu un traitement classique, IPP endoscopie, avec double traitement endoscopique. Et puis ce qu'on a fait, c'est qu'on n'est jamais allé à la chirurgie de première intention. Si jamais il y avait une récidive hémorragique à gauche, bien sûr, comme je vous l'ai dit, on faisait un deuxième traitement endoscopique. Mais à partir de la deuxième récidive hémorragique ou de l'échec du traitement endoscopique au départ, on faisait des embolisations, c'est-à-dire qu'on allait à la chirurgie qu'en dernier recours. Donc sur 128 malades, vous en avez 11 qui ont eu une embolisation. Les malades qui ont été embolisés étaient des malades qui étaient plus choqués, qui avaient un ulcère plus gros, ou des malades chez qui on n'avait même pas réussi à arriver à l'endoscopie. Il avait fallu tout de suite, effectivement, aller à un traitement de sauvetage, donc des malades plus sévères. Mais le résultat important, c'est que chez les 11 malades embolisés, on a eu une récidive hémorragique que chez un malade, c'est la seule série prospective qui est publiée pour l'instant. On a eu quelques complications, un hématome pariétal duodénal, un choc septique et une décompensation de BPCO. Il y a un seul malade qui est mort, qui est le malade qui a fait le choc septique. Et donc finalement, on a une mortalité à J30 qui est très bonne. Alors il y a d'autres centres qui retrouvent un petit peu notre expérience de l'embolisation en deuxième ligne, juste après le traitement endoscopique, et je crois que ça peut être intéressant et beaucoup moins invasif. Dernière partie, nouveauté dans la prise en charge des hémorragies sur hypertension portale. Et là encore, c'est un peu frustrant, mais on va faire appel aux radiologues interventionnels qui nous aident beaucoup.
Je vous rappelle la physiopathologie, j'avais dit ça l'année dernière, de l'hémorragie sur hypertension portale. Donc là, vous avez un foie normal, aucune résistance à l'écoulement du flux de la veine porte jusqu'aux veines sus-hépatiques en passant par les sinusoïdes. Et puis un foie cirrhotique, avec donc le foie qui fait bloc, une hyperpression dans la veine porte puisque le sang passe moins bien, il y a une augmentation de la résistance vasculaire intrahépatique, une reperméabilisation des collatérales, et vous voyez le rond rouge, ce sont des varices œsophagiennes qui ont grossi et qui peuvent se rompre, de même que des varices cardiotubérositaires. Alors, ce qu'on fait jusqu'à maintenant, je vous l'ai dit, traitement de première ligne, médical, antibioprophylaxie, endoscopique, drogue vasoactive. Généralement, ça se passe bien. Hein. Succès dans 90% des cas, survie à 6 semaines, 90% des cas chez ces malades-là en France, donc c'est des très bons résultats. Le problème, c'est les malades en échec, on sait lesquels. C'est les malades les plus sévères, qui saignent activement, qui ont un gradient de pression hépatique élevé, bref, les malades qui ont une cirrhose sévère. Hein. Et ces malades-là, ça ne se passe pas bien, puisque généralement, ils meurent. 70% des cas meurent quand on arrive à un traitement de seconde ligne. Alors, qu'est-ce qu'on fait en seconde ligne ? On fait des anastomoses portocaves par voie transjugulaire, je vais vous montrer ce que c'est sur un schéma, où on leur met une sonde de Blackmore. Mais globalement, c'est un traitement qui ne marche pas bien, donc on a l'impression qu'on arrive trop tard, et ça, c'est vraiment important, parce que là, vous aurez un rôle à jouer pour nous aider à sélectionner les malades. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que le TIPS ? Transjugulaire intrahépatique portosystémique shunt. Eh bien, c'est très très bête. Hein. Finalement, on va dériver le sang de la veine porte jusqu'à une des veines sus-hépatiques en shuntant le foie et donc en levant l'obstacle. Et du coup, on réinverse le flux sanguin et on diminue l'hyperpression portale. Donc, vous voyez tout de suite que forcément, ça diminue la pression dans les varices et que ça va être très bien pour arrêter le saignement. Par contre, sur l'insuffisance hépatique, etc., ce sera peut-être moins bien. Voilà les résultats de toutes les séries avec TIPS de sauvetage. Donc le malade était contrôlé, puis ressaigne, on ne sait plus quoi faire, on lui met un TIPS. Contrôle hémorragique en orange, excellent, 100% pratiquement. Mortalité, c'est pas bien du tout. On est entre 30 et 60%. Et les malades meurent d'insuffisance hépatique, insuffisance rénale, récidive hémorragique, comme tous les cirrhotiques. Hein. Tous les cirrhotiques meurent d'infection, insuffisance hépatique, insuffisance rénale, sauf ceux qui meurent de cancer primitif du foie. Donc voilà, donc on a l'impression qu'on arrive trop tard et finalement, qu'est-ce qui se passe ? Quand on a un épisode hémorragique, on a un risque relatif de décès en haut qui augmente énormément puis qui rediminue. Et puis nous, on attendait la récidive hémorragique pour leur mettre un TIPS. Et donc l'idée générale, puisqu'on sait les malades qui vont récidiver, ce serait de les sélectionner plus tôt, sélectionner les patients à risque et de leur mettre plus tôt un TIPS pour éviter qu'ils ne ressaignent. Donc là, c'est pas comme l'embolisation où je vous disais, on arrête le saignement pour les ulcères. On sélectionne des malades contrôlés, donc c'est pas facile pour les réanimateurs parce qu'ils se disent il est contrôlé, je le passe en hépato et voilà et tout ça. Et rapidement, on leur met un TIPS pour éviter qu'ils ne ressaignent, on est en prophylaxie. Et donc l'idée c'est ça finalement, c'est qu'on remonte le TIPS en traitement de première ligne chez certains patients. Donc quels patients ? Il y a eu un très bel essai dans le New England que vous devez connaître, chez les malades Child B ou Child C, mais Child B avec un saignement actif. Donc les malades qui ont une cirrhose la plus sévère. Pour le child, vous savez le faire. Le saignement actif, c'est l'endoscopie. Puis les child C, vous les voyez. Randomisés en 2 groupes. À gauche, traitement standard. Si jamais il saigne, TIPS de sauvetage. Et puis à droite, TIPS d'emblée chez ces malades les plus sévères. C'est-à-dire des malades qui sont contrôlés. Ça va contre tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Et voilà. Alors le critère de jugement principal, c'était l'échec du contrôle de l'hémorragie ou la prévention de la récidive. Ça vous étonne pas, c'est excellent sur la récidive hémorragique. Mais regardez, vous n'êtes pas à 6 semaines. Vous êtes à 2 ans. Et à 2 ans, dans les malades qui étaient Child C ou Child B avec saignement actif, il n'y en a que 3% qui ont ressaigné. Ça, c'est des résultats quand même extrêmement impressionnants. Et avec un gain de survie qui était significatif aussi. Et on a atteint des survies qu'on n'avait jamais vues chez ces malades-là de 86% contre 60% dans la population générale de malades traités classiquement. Donc ça, c'était vraiment comme une bombe dans notre domaine. On était extrêmement surpris. On s'est demandé si c'était réalisable en pratique et si on allait reproduire ces résultats. Donc on a tous nos petites séries. Nous, on a soumis un travail là. On a un gros recrutement. Donc on a 99 ruptures de varices en 10 mois. Et on a eu 24 patients qui répondaient à ces critères. Child C, Child B, saignement actif. On a réussi à mettre un TIPS précoce à 23 d'entre eux. Vous en avez un tout à droite. Là, on a attendu un peu plus que 72 heures. Donc c'est précoce. C'est entre 24 et 72 heures. C'est pas on attend qu'il sorte de réa pour se poser la question. C'est il est chez vous, il a saigné, il est Child C. Vous pensez qu'il y a une chance pour ce malade. Vous appelez le gastro-entérologue et vous dites est-ce que vous voulez pas lui faire un TIPS précoce, vous voulez pas qu'on en discute. C'est là que ça se passe. Donc c'est là que vous avez un rôle à jouer parce que si le malade est sorti, après c'est trop tard. Et donc, regardez, on a réussi à les mettre assez tôt, que ce soit en week-end ou en semaine, à la pitié. Et finalement, on a une survie à 79% à 1 an, donc qui est moins bonne que la survie
de l'essai des Espagnols, mais qui est quand même bonne et mieux que ce qu'on avait eu d'habitude. Ce n'est pas une étude randomisée. Donc là, on l'a soumis en le comparant à un groupe contrôle, et c'est des résultats qui sont bien entendu significatifs. On a eu quelques complications. De façon un peu surprenante, on a eu chez des malades qui n'avaient pas d'antécédents cardiaques 5 épisodes d'insuffisance cardiaque, dont un malade qui est mort, en fait, qui a été ventilé et qui est mort. Et puis, on a eu quelques poussées d'insuffisance hépatique et des malades qui ont été transplantés, mais qui seraient probablement morts avant d'être transplantés sinon. Dernière chose, est-ce que c'est faisable en pratique? Parce que là, ça révolutionne les pratiques. Donc, on dit, mais alors, si jamais on a tous ces malades Child C ou Child B avec saignement actif à qui il faut mettre un TIPS, il va falloir avoir énormément de radios interventionnelles partout en France et dans le monde, ou alors des gros centres experts. Donc, on a mené, Arnaud Powell et moi, une étude à laquelle vous avez participé pour certains d'entre vous, qui est l'étude Choc, et je vous remercie de votre participation, où en un an, sur 66 centres, on a recensé les ruptures de varices œsophagiennes. On a recensé aussi les moyens de radiologie vasculaire. Et donc, je vous donne en une plaque les résultats, parce qu'on va les présenter pour la première fois aux francophones, là. Donc 782 malades ont été inclus sur 59 centres, donc c'est déjà rien que ça, c'est un très très bon résultat. On a l'impression qu'on couvre 25% des hémorragies digestives en France, et donc finalement ça en fait beaucoup. Mortalité à J42, 17%, ce qui est pas mal du tout pour un observatoire comme ça. 44% des patients auraient pu bénéficier d'un TIPS, ou en tout cas rentrer dans la définition, donc c'est des malades plus sévères que ce qu'on pensait, ce qu'on aurait dit il y a 10 ans. 7% seulement ont eu un TIPS, mais ça c'est parce que c'est pas encore rentré dans les pratiques, et peut-être qu'on attend d'autres études pour le faire, je ne dis pas qu'il faut y aller tout de suite. Et la mortalité à J42 de ces malades-là a été très élevée à 30%, et on est en train de faire des analyses pour regarder, mais on a l'impression qu'elle est supérieure chez les malades qui n'ont pas eu de TIPS. Donc au final, et puis alors la dernière chose, mais je vous l'ai déjà dit avant-hier, c'est que maintenant les malades ont accès à la transplantation. Donc il ne faut pas se dire, ce malade-là il est jaune comme un coin, il saigne la rage, de toute façon il n'arrivera jamais à la greffe le temps qu'il attend d'un greffon, donc je ne le réanime pas. Il ne faut pas se dire ça, parce que depuis 2007, on attribue les greffons en fonction de la sévérité des malades et pas au petit bonheur la chance, chacun en a dans son centre et regarde alors à qui je vais le donner, etc. C'est plus comme ça du tout, ni en France ni dans le monde. Et donc, on les classe par rapport au score de MELD, donc la sévérité des malades. Et donc, un malade très sévère, si vous le sortez de son hémorragie et que vous estimez qu'il y a une chance donc qu'il est sevré, etc., eh bien, finalement, ou que vous avez envie de vous battre pour lui, eh bien, vous pouvez le proposer à la greffe. Et on avait des bons résultats. Dernière diapo. Quels sont les patients que vous devez adresser à un centre de référence, à mon avis? Chez les malades qui saignent d'ulcères, après échec d'un premier traitement endoscopique, si jamais vous n'avez pas les possibilités locales ou après récidive hémorragique, mais généralement, vous avez les possibilités locales. Et chez les malades cirrhotiques, les malades qui ont une indication de TIPS, à mon avis, doivent être référés dans des centres d'hépato experts. Les malades chez qui on discute une transplantation hépatique. Et puis la dernière chose, mais ça je fais un peu de pub pour notre paroisse, on guérit maintenant l'hépatite C. Donc quand vous avez des malades qui ont une hépatite C, envoyez-les nous secondairement parce qu'on a des nouveaux traitements qui marchent très bien. Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie toute l'équipe et les réanimateurs avec lesquels on travaille.